des photos de disparus, entre 15 et 20 000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Rưu đang em khơi to là rưu công khăn trên kia nó cứ rưu để cái xài mà nó anh nghe thầm điện chuyện nó cái xài tranh bị trong ngoài kia giờ ta cài nó giờ đã làng nó này nên em khơi to này á em cứ đang xem là slap mà nó tại cà phê ở tê mình toàn slap tê còn là đã ở rồi và đã rồi tới tôi chặt chọn đại chọn trường xài để sẵn chân. Van Natt est l'un des 7 survivants de Tulslang. Il doit sa survie à son talent de peintre, car Duc lui a demandé de réaliser des portraits de Pol Pot. Après la chute du régime Khmer Rouge, Van Natt a commencé à peindre ce qui s'est passé dans le camp S-21, pour que le monde ne l'oublie jamais, dit-il. Trời bị trọ tực quân này tực nô mà nó về trọ tới tới các chơi tới chơi đây là cái đó có ai tham ăn này ở đây chơi cái này na đây score nông phum cho con ai mà man chơi cho chơi đó bàn 4-5 ชั่วโมง thế là bây giờ ở chân đoàn chân tới 4-5 ชั่วโมง đây mẹ đang chơi nó cứ tự chạm ở từng ngõ tiếp thế ngày tao ấy tụi đàn ấy cứ chạm đấy anh ấy ai miền. Aujourd'hui, Van Natt et sa famille sont propriétaires d'un restaurant à Phnom Penh. Mais l'ancien peintre de Tulslang est toujours hanté par ses souvenirs. 25 ans après, il ne comprend toujours pas pourquoi il a été arrêté et incarcéré à Tulslang. Nông tua slide nó nhom plei tôm cá thế tụi bay nhom không plei cứ nhom plei tôm cá để cho tụi nó khơi nhé tụi bay sắp ngay cái nó plei hộp bài tụi cá hộp tây vừa nó sao bài đây được cái bô hô kia đó bài nó bị chạy cao cái nó slide nó khơi ra cái nó plei ta sắp bay ta cọp sợi mà cọp mà không có bay nhom rơ mà hộp tại ấy là được liền tây nhá nó chắc là nó khơi nhá ấy ăn mình plei thế nó cũng này tụi bay còn plei nhà có mình plei này. Chan est un autre des rares survivants de Tulslang. Lui doit sa survie à son talent de sculpteur. Duc lui commanda un buste de Pol Pot. Frère numéro 1, un des surnoms de Pol Pot, avait-il l'intention de lancer un culte de la personnalité comme celui de Kim Il-sung en Corée du Nord? Quay mới có che sải lọt tới đà chuột nó được hộp bạc hay đã tật chuột đã tật giờ dùng để dùng bị tròn thân lực thề cho tới được ngá vậy bạc aluminum tật dương thôi nó dương họ hám che đòi tật tật đòi sải lọt mà sải lọt trắng về vô từ tròn mà ngay nó sải lọt nhìn pi đòn bay đòn dương slap rồi bị tròn tới trình tật tạm mọt mà phôi mất cô bây giờ ta hà thằng này tới dương dương cầm lang cùng nhạc làm bí bây giờ mà chặt từ tiệt thương chân cho ta. Chung Aik, à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh, est le charnier où étaient achevés la plupart des prisonniers de Tulslang. Transportés par camion, la nuit, les mains attachées derrière le dos, ceux qui avaient été forcés de confesser leurs crimes imaginaires étaient liquidés ici, à coups de pioche derrière la tête. Comme S-21, Chung Aik est devenu aujourd'hui un musée national pour la mémoire. Si l'on considère le processus des purges sur une longue durée, il apparaît clairement qu'ils étaient effectivement arrivés à la conclusion, consciemment ou non, que tout dans la structure du parti à part eux devait être remplacé ou détruit. Bien sûr, ils n'arrivaient pas à tenir le rythme, à remplacer tous les gens qu'ils éliminaient.
Et à la fin, ils se sont retrouvés avec presque personne, non seulement en termes de parti, mais aussi en termes d'armée. C'est pour cela que ça a été si facile pour les Vietnamiens. Les Vietnamiens les ont piétinés. Contrairement à ce que l'on peut voir dans ce film de propagande, réalisé par des cinéastes chinois, l'armée révolutionnaire Khmer Rouge n'existait pratiquement plus à la fin de 1978. D'un côté, de belles images et de l'intox, de l'autre, la réalité d'un pays totalement sinistré à cause de la politique, de la folie imposée par Pol Pot et par les membres du bureau permanent du Parti communiste. Pour garder le pouvoir, Angkar a sacrifié le Cambodge. Appuis chinois, les Khmers rouges ont anéanti l'identité cambodgienne, donnant naissance à une culture de survie, d'impunité, d'indifférence à l'égard de la mort et de corruption. Dans un instant, portrait de leur mystérieux leader, Pol Pot. Aujourd'hui, le cauchemar est encore très présent. Les survivants témoignent. La carte du génocide se précise. Mais le procès des hiérarques Khmers reste des plus hypothétiques. Pour clore la soirée, état des lieux d'un pays traumatisé qui vit une situation explosive. À tout de suite. Dimanche. Bon alors, récapitulons. Il a été en Jordanie, au Congo, sur la Lune évidemment. Il a visité le pays des Picaros, la Chine, le Tibet, le Pérou, l'Inde et des tas d'autres encore. Et dimanche, à 20h45, devinez quoi? Eh oui, c'est sur Arte qu'il fait escale, en partenariat avec Géo. Un personnage lisse et sans faille, qui frappe par sa modestie, la douceur de sa voix, son effacement, un des plus grands criminels de l'histoire. Tout de suite, le mystère Pol Pot. Lorsque le 15 avril 1998, les agences de presse annoncent le décès de Pol Pot dans un maquis près de la frontière thaïlandaise, personne n'ose trop y croire. L'année précédente, la nouvelle de sa mort avait déjà été diffusée plusieurs fois. Les Khmers rouges ont toujours été experts en matière de secret, d'intox et de manipulation. Pour prouver que ce cadavre est bien celui de Pol Pot, des médecins légistes thaïlandais sont autorisés à inspecter sa dentition, à prélever des échantillons de peau et de cheveux, à prendre des empreintes.
Pol Pot a toujours refusé de donner des interviews, tant quand il était au pouvoir qu'après sa fuite en 1979. 18 ans après, en 1997, quand le mouvement Khmer Rouge implose, Pol Pot est arrêté et traduit devant un tribunal populaire. Ned Taylor, journaliste américain de la Far Eastern Economic Review, est autorisé à assister à l'événement et à interviewer Pol Pot. C'est le scoop absolu. Les Khmer Rouges avaient annoncé que Pol Pot avait été arrêté. Moi, j'ai cru que c'était vrai. Mais personne d'autre au monde ne l'a cru. Et pour une bonne raison. Les Khmer Rouges ont toujours menti. Ils mentaient depuis des dizaines d'années, ce qui rendait leur propagande complètement inutile. Et c'est pour ça que je les ai crus. En fait, Pol Pot avait été renversé et ils avaient besoin d'un témoin crédible et indépendant. Sinon, personne n'allait les croire. C'est comme ça que j'ai pu approcher Pol Pot. Ce procès de Pol Pot n'a rien à voir avec le génocide. Pol Pot, ce jour-là, est jugé par ses derniers compagnons pour avoir fait assassiner Son Sen, sa femme et ses enfants. Son Sen, son ministre de la Défense du Kampuchea démocratique, Son Sen, son ami depuis 40 ans. À le voir et à l'entendre, Pol Pot ressemble à un grand-père sympathique. Le décalage entre sa personnalité courtoise et sa cruauté légendaire a toujours étonné, a toujours dupé le monde. Un de ses plus proches collaborateurs disait de lui: il est capable d'envoyer quelqu'un à la mort avec de douces paroles. L'une des choses que j'ai apprises et étudiées dans les régimes et chez les individus génocidaires, c'est qu'ils ne sont pas les monstres qu'on s'attend à trouver. Ces gens accomplissent ces crimes horribles parce qu'ils les croient nécessaires à l'avènement d'un monde meilleur. Les buts de Pol Pot ont peut-être été nobles, mais ses méthodes ont été catastrophiques. Les mystères qui entourent la vie de Pol Pot commencent déjà à sa naissance. De son vrai nom Salot Sar, il est né en 1925, et non en 28 comme il est écrit dans les papiers officiels, dans un village de la province de Kampung Thom. Son père, Salot Pen,
est un paysan prospère qui possède quelques hectares de rizières, des bœufs et une maison confortable. Et Soknem, sa mère, est une femme pieuse respectée dans la communauté. Après son retour de France, mais avant qu'il n'aille au Vietnam, il a fait quelques visites à la vieille propriété familiale de Kampong Thom. Et selon ce qu'on m'a dit, il n'a pas révélé à sa famille quelles étaient ses véritables idées politiques. Mais il leur a dit quelque chose de significatif. Quand on fait quelque chose, il faut le faire parfaitement. Quoi qu'on fasse dans la vie, il faut le faire parfaitement. Il y a cette idée de perfection. Si on est loyal, fidèle, hyper loyal envers cette règle de perfection, le meilleur en sortira. C'était totalement faux, c'est le contraire qui s'est produit. Encore le typique paradoxe de Pol Pot. Dans le jardin, juste derrière la maison familiale, se trouve le cratère d'une bombe larguée par un avion américain au temps de l'intervention des États-Unis. Mais aussi le stupa, le tombeau, qui contient les ossements des ancêtres de Salot. Sometimes people can appear as very gentle, very innocent, and Pol Pot is very charming, very innocent. His face, his behavior even is very polite, but he's very, very cruel. Pol Pot a été l'enfant des échecs de son pays. Je pense que c'était un véritable nationaliste, doublé d'un homme vraiment mauvais. Pour moi, Pol Pot est celui qui a prouvé définitivement et indiscutablement que le communisme ne marche pas. Depuis les années 30, la famille Salot a des relations particulières avec le palais royal à Phnom Penh. Une des sœurs, danseuse dans la troupe du ballet royal, deviendra une des épouses du prince Monivong, futur roi du Cambodge. En 1931, à l'âge de 6 ans, Salot Sar part pour Phnom Penh et habite chez son frère, fonctionnaire au palais royal. Quand Salot Sar devient Pol Pot, il se souviendra des danseuses et des professeurs du ballet royal. Héritiers d'une tradition qui, comme les autres, doit disparaître, ils seront presque tous liquidés. Donc j'ai petit, j'avais l'habitude de participer aux travaux avec mes parents. Après, j'ai vécu dans le pagode. C'était bizarre, depuis longtemps. Pour apprendre à lire et à écrire. Le jeune Sar reste quelques mois à la pagode Botum Wadei, près du palais royal. Il y est reçu comme novice. Il apprend ici en langue khmer les rudiments du bouddhisme. J'ai vécu dans le pagode souvent. J'ai été bon pendant 2 ans. Vous êtes les premiers à connaître mon Dieu. Mais Salot Sar n'est pas resté 6 ans dans la pagode comme il le prétend.
Ses études primaires sont faites en français, à l'école Mich, une école catholique où enseignent les pères blancs. Pol Pot ment sur son éducation pour donner l'impression à la télévision yougoslave qu'il a reçu une instruction classique, totalement khmer. En 1941, après la mort du roi Monivong, le prince Norodom Sihanouk, âgé de 19 ans, encore élève dans un lycée français à Saigon, est choisi pour lui succéder par les autorités coloniales françaises. Parce que le jeune prince s'intéresse davantage aux filles qu'à la politique, les autorités françaises pensent que Sihanouk fera un roi idéal, préférable à d'autres candidats au trône, plus difficiles à manipuler. À partir des années 40, les destins de Salot Sar et du roi vont souvent se croiser. I was chosen by Marshal Pétain, the government of Vichy, to be king of Cambodia because the French believed that I would be a very, very flexible king, very pro-French, willing to let Cambodia remain as a colony. But the fact is, I was born to be with Cambodia. Après l'école Mich, Sar commence ses études secondaires dans le collège construit par les Français à Kampong Cham, à une centaine de kilomètres au nord de Phnom Penh. Située sur les bords du Mekong, Kampong Cham est une ville prospère grâce au caoutchouc et aux bois précieux encore exploités aujourd'hui dans la région. 20 garçons provenant de toutes les provinces du Cambodge sont choisis pour fréquenter ce collège. Salot Sar représente la province de Kampong Thom. Dans l'interview, il dit qu'il n'a pas apprécié que je le décrive comme un étudiant médiocre, ce qui est le mot employé par un de ses condisciples. Il dit « Je n'étais pas médiocre, j'étais moyen ». En tout cas, personne n'a dit qu'il était au-dessus de la moyenne. Il attirait très peu l'attention. Il jouait au football, il jouait du violon, il avait quelques amis. L'un de ses meilleurs amis était le petit frère de Lon Nol, un enfant très agréable. Personne n'a jamais dit non plus qu'il avait un caractère dictatorial, ou qu'il avait mauvais caractère ni rien de tel. Au collège, le jeune Sar rencontre Khieu Samphan et U Ninh, futur dirigeant des Khmers rouges. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les collégiens, comme tous les habitants de l'Indochine, découvrent que la puissance coloniale n'est pas invincible. Ho Chi Minh, fondateur du Parti communiste indochinois, se bat, lui, pour l'indépendance du Vietnam. La guerre d'Indochine, Français contre Vietnamiens du Nord, commence dès 1946. Mais grâce à l'habileté diplomatique du roi Sihanouk, le Cambodge n'est pas partie prenante dans le conflit. Les Cambodgiens conservent une relation particulière avec la France. Et Salot Sar, le futur Pol Pot, va pouvoir en profiter. Ses origines rurales lui facilitaient le contact avec la paysannerie. Ses relations avec le palais facilitaient ses rapports avec l'aristocratie et même la royauté. Son séjour en France lui permettait de s'entendre aisément avec les Cambodgiens qui y avaient suivi des études supérieures. Tout cela lui permettait de se mouvoir dans des milieux sociaux divers, ce qui, je crois, était assez inhabituel à l'époque au Cambodge. Faute d'études supérieures et grâce à une bourse du gouvernement, Salot Sar part pour Paris apprendre un métier. Arrivé en 1949, il loue un modeste meublé, rue Le Tellier, dans le 15e arrondissement, au-dessus du café Brazza. Officiellement, il doit suivre des cours de radioélectricité à l'école Violet, située tout près. Mais comme d'habitude, Sar s'intéresse peu à ses études et passe la plupart de son temps avec ses amis opposants cambodgiens. Beaucoup d'entre eux sont déjà ou vont devenir membres du Parti communiste français. Toute sa vie, Salot Sar soutiendra la cause communiste et contrairement à d'autres, il ne l'abandonnera jamais.
is a technical school for training electricians. Most of the students are sons and daughters of the poor and lower middle peasants and demobilized soldiers of the Revolutionary Army. 30 ans plus tard, en 1978, les Chinois réalisent un film de propagande, La marche en avant du Kampuchea démocratique. Et une séquence importante est consacrée à une école de radioélectricité. Bien entendu, le film montre ce qui n'a jamais existé. À cette époque, il n'y a aucune école, aucun professeur, aucune classe. Tout cela n'est que pure mystification, visant à prouver au monde extérieur que le régime Khmer rouge n'a pour souci principal que de former la jeunesse pour assurer l'avenir du pays. Work hard, young men. In the vast land of socialism, you can turn your talents to full account.ខ្ញុំរៀនដូចជាដាវីតសាសិលាទៅសេប៉ុន្តែសេមិនសូវត្រូវទេខ្ញុំមិនមែនរៀនអង្គពេកទេខ្ញុំរៀនមធ្យមដែរពេលនោះវាមានចលនានៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកទៅបួកមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំដើរមើលសភៅទី1ហើយមាត់ទន្លេសែនគេលក់សភៅចាស់អបមាខ្ញុំគ្មានលុយព្រោះខ្ញុំស៊ីបួកបាន 1000 រៀលមួយខែដូច្នោះខ្ញុំទៅទិញសភៅ20 ហ្វ្រង់25 ហ្វ្រង់ឯងខ្ញុំទិញសភៅចាស់បានដូចខ្ញុំចូលចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជា La Grande Révolution Française មើលមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែចិត្តទៅមើលទៅហើយនៅយុវភាពខ្ញុំបានអង់ទូស្យាសទី2មើលឃើញចលនានៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចឥណ្ឌាជាដើមដូចមហាត្មាហ្គានធីThe People's Printing House serves the people. Newspapers, magazines, du temps du Kampuchea démocratique, il est interdit de lire, à part quelques publications officielles. Interdit d'écrire, interdit d'écouter les radios étrangères. Encore une ironie polposienne. Tous les dirigeants Khmer rouges avaient reçu une éducation secondaire ou universitaire. Ces intellectuels, qui se considèrent comme l'avant-garde de la révolution la plus radicale que le monde ait jamais connue, ont, sans l'ombre d'une hésitation, fermé les écoles, les universités, les pagodes. Au Cambodge, nous ne lisions que des livres de droite. Les livres de gauche, les professeurs en parlaient très peu et nous n'en lisions pas. En France, nous ne cherchions que des livres de gauche, des journaux de gauche. En plus, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des manifestations pour l'indépendance. Tous les pays vassaux voulaient obtenir leur indépendance nationale. Nous nous intéressions d'autant plus à ce problème que notre pays était concerné. De Paris, Salotsar écrit un article de 8 pages intitulé « Monarchie ou démocratie ». Il le fait publier dans un numéro spécial du journal de l'Association des étudiants Khmer. Utilisant le pseudonyme Khmer originel, Salotsar attaque violemment la monarchie cambodgienne. Elle est, dit-il, une pustule malodorante, vivant grâce à la sueur et au sang des paysans. Le pamphlet affirme que seule l'Assemblée nationale et les droits démocratiques donnent au peuple cambodgien l'occasion de respirer un peu. Il cite les révolutions françaises, russes et chinoises et proclame que la démocratie qui remplace la monarchie est une institution incomparable et pure comme un diamant. Khmer originel conclut en demandant l'abolition immédiate de la monarchie au Cambodge. Bien entendu, l'article suscite de très vives réactions de la part du palais royal à Phnom Penh. I gave scholarship to Pol Pot, to Salotsar, to Ieng Sari. They were nationalists. And when they went to France, and after studying in France, they returned to Cambodia
as communists. I used to say that if I want my students not to get raped to become communist, I have to send them to communist countries. ខ្ញុំនេះកាលនៅស្រុកបារាំងមិនសូវយល់អីដឹងទេតែមកស្រុកខ្មែរដោយគ្រាន់បើមកពីអីមកពីនៅក្នុងស្រុកមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនទៅតាក់ទងនឹងស្រុកលើពីព្រោះខ្ញុំសញ្ញាបត្រមកខ្ញុំតាក់ទងនឹងខាងក្រមនឹងខាងក្រមជារូបសង្ឃជាជនធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាយល់បញ្ហាដូច្នេះមិនមែនជាគប់ភីរបស់គេទេគឺថាមើលពីគេទៅវាមិនណាទេថាណាយើងជាប់នៅស្រុកអឺរ៉ុបមកឃើញអញ្ចឹងវាចូលចិត្តដូចក្នុងសំណួរលោកថាស្អីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរៀនគំរូរៀនអីណាវាចម្រុះទៅនៅក្នុងស្រុកឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើន Grâce aux efforts de Norodom Sihanouk et de ce qu'on appelle la Croisade royale, mouvement autonomiste initié habilement par Sihanouk, le Cambodge obtient l'indépendance en 1953. L'éducation y connaît des progrès marquants. Comparé aux troubles que connaissent le Vietnam et le Laos, les deux autres pays de l'ancienne Indochine française, le Cambodge apparaît comme une oasis de stabilité et de paix. L'hymne national, chanté par les élèves dans toutes les écoles publiques du royaume, prie les dieux de protéger et de soutenir le roi. En 1953, Salot Sar, toujours sans diplôme, rentre au Cambodge. Tout de suite, il prend contact avec les communistes locaux, renoue avec les étudiants communistes qu'il avait connus en France et voyage dans l'est du pays pour rencontrer les communistes vietnamiens. En 1956, il épouse Khieu Ponari, la belle-sœur de Ieng Sary, qu'il avait rencontrée d'abord à Paris. Sans diplôme, Sar ne peut enseigner dans un lycée d'État. Il devient professeur dans un lycée privé, appelé Chamran Vichie, ou connaissance progressive. En attendant des jours meilleurs, le professeur Salot Sar, lui, est très apprécié par ses élèves. Quelqu'un qu'il a rencontré quand il était professeur à Phnom Penh dans les années 50 a dit « Dès que je l'ai vu, il a été mon ami pour la vie. La famille de cette personne a été exterminée par les Khmers rouges, mais il appréciait vraiment sa personnalité. D'autres étudiants ont dit qu'il était le professeur le plus enthousiasmant qu'ils aient jamais vu. Il était gentil avec eux, il était gentil avec les élèves, affable, il n'était pas autoritaire. Les professeurs cambodgiens ont tendance à être autoritaires. Il ressemble à Ho Chi Minh, quelqu'un de toujours agréable, qui à l'évidence connaissait et supervisait des choses beaucoup moins agréables. Alors, qui est le véritable Ho Chi Minh? Qui est le vrai Pol Pot? The birth of the Cambodian Communist Party was like a clap of thunder. On September 30th, 1960, le premier congrès du Parti communiste cambodgien a lieu clandestinement en 1960 dans un bâtiment près de la gare centrale de Phnom Penh. Pol Pot n'est élu que numéro 3 dans un comité central de 21 membres. Il dira plus tard que ce meeting fut décisif pour le mouvement révolutionnaire. Il avait été créé surtout pour devenir indépendant du puissant parti communiste vietnamien. May Man, un vieil ami de Pol Pot, du Pol Pot de cette époque, s'en souvient. Je n'ai pas participé à l'organisation de ce rendez-vous. Je donnais juste mon avis. Dans les discussions, il y avait deux courants d'idées. L'un qui voulait libérer le pays par une lutte constitutionnelle à l'Assemblée nationale et l'autre qui voulait combattre avec les armes. Mais ce dernier courant était minoritaire, car nous pensions d'abord que combattre par les armes nous obligerait à rester davantage sous la tutelle des Vietnamiens.
2 ans plus tard, Tou Samout, le secrétaire général du Parti communiste cambodgien, disparaît mystérieusement. Après quelques manœuvres, Pol Pot est élu secrétaire général du PCC. Mais la police de Sihanouk n'est pas tendre avec les communistes. Craignant pour leur vie, Pol Pot et quelques dirigeants du parti prennent le maquis en 1963 pour préparer la lutte armée. Ceux qui avaient vu Pol Pot en retiraient une bonne impression et le trouvaient plus sympathique que les autres dirigeants du parti. Ils trouvaient Khieu Samphan rigide, ils trouvaient Nunchie froid et distant, ils trouvaient Tamok dur et cassant, mais Pol Pot avait l'air d'un brave type. Quelqu'un avec qui on pouvait discuter, quelqu'un qui avait l'air de s'intéresser à vous, qui avait l'air dévoué corps et âme à la cause et qui ne montrait aucun signe d'irascibilité ou de colère. 1964, la guerre du Vietnam commence. C'est une guerre totale entre la plus grande puissance militaire du monde et un petit pays du tiers-monde, symboliquement entre les B-52 et les fantômes d'un côté, les fusils de chasse de l'autre. Cette deuxième guerre d'Indochine coûtera la vie de 50 000 soldats américains et de 2 millions de Vietnamiens. Les communistes vietnamiens ont appris aux communistes cambodgiens qu'ils avaient recrutés que la clé de l'organisation du Parti communiste au Cambodge était le secret. Et c'est pour ainsi dire devenu la tradition du Parti communiste cambodgien dès le début. Ceci dit, je crois qu'il est très clair qu'il a dû y avoir une sorte d'adéquation entre cette tradition établie au début de l'histoire du communisme cambodgien et le style personnel de Pol Pot. C'est devenu pour lui tout à fait naturel, dans la grande tradition stalinienne, de fêter quelqu'un avec une bouteille de vin un jour et de le faire assassiner le lendemain. On ne pouvait pas dissocier tout cela, on ne pouvait pas dissocier son personnage extérieur de sa réalité intérieure. La plupart des dirigeants cambodgiens n'ont aucune humilité. Ils sont extrêmement arrogants. Ils exigent le respect, l'obséquiosité, et ils veulent qu'on chante leurs louanges en public. Pol Pot, c'était l'inverse. Pol Pot était très secret. Quand il a pris le pouvoir en 1975 et qu'il a été nommé chef du gouvernement l'année suivante, les Américains qui le combattaient depuis 5 ans n'avaient jamais entendu le nom de Pol Pot. Ils ne savaient pas qui c'était. Lorsque la radio d'État a annoncé que le chef du gouvernement était un nommé Pol Pot, la CIA ignorait qu'il était celui qui avait créé et commandé l'armée qui avait combattu et vaincu en Indochine la plus grande puissance du monde. 1966. Pol Pot se rend pour la première fois à Pékin et sa visite coïncide avec les débuts de la révolution culturelle. La politique de Lin Biao, ministre de la Défense chinoise, et celle de la bande des Quatre exercera une influence immédiate sur ses projets. Pol Pot envisage de créer sa propre révolution culturelle, plus radicale encore que celle de la Chine et de l'Albanie. Le grand bond en avant, la mobilisation totale de la population, la haine des influences étrangères, l'autarcie dans laquelle vivaient les Chinois, tout ça lui plaisait beaucoup. Je crois qu'il sentait que tout cela avait une résonance au Cambodge, que le Cambodge pouvait lui aussi se débrouiller seul, être reconnu comme un parti communiste avec sa destinée propre. Dans le petit livre rouge, il est écrit que pour réussir une révolution, le peuple ne doit compter que sur sa propre force. Pour Pol Pot, le sens est clair, il ne faut dépendre en aucun cas des communistes vietnamiens.
Pol Pot trouvait les Chinois d'abord bien disposés à son égard et ensuite moins interventionnistes que les Vietnamiens. Et c'est exactement ce qui lui convenait. Je crois que lorsqu'il est rentré de Chine au milieu des années 60, il se sentait soutenu par ce qu'il avait découvert à Pékin. Cela lui a aussi donné la possibilité de se débarrasser de l'intermédiaire vietnamien dans ses relations avec le mouvement communiste international. En 1967, après un séjour au Nord-Vietnam, Salotsar, avec d'autres dirigeants communistes, se réfugie dans la province de Ratanakiri, au nord-est du pays. C'est en vivant avec une tribu des minorités cambodgiennes qu'on appelle les Khmer Le, ou Khmer d'en haut, que Pol Pot rencontre et commence à apprécier un modèle de société primitive. Cette tribu pratique un système de troc. Elle ne connaît pas l'argent, elle mène une vie communautaire, et surtout, ses membres sont d'une loyauté sans faille envers leur chef. Les Khmers rouges voulaient moderniser le pays. Quelles qu'aient été, quelles que soient encore les nombreuses fautes des Khmers rouges, le fait est qu'ils n'ont pas agi pour des raisons égoïstes. Pol Pot n'était pas un homme corrompu. Pol Pot faisait passer l'intérêt de son pays tel qu'il le concevait avant lui-même. Tout comme la plupart des dirigeants Khmer rouges qui étaient très fiers de servir les pauvres et les démunis, de vivre avec eux dans la jungle. Ils essayaient de sortir la société cambodgienne du féodalisme et de la corruption des dirigeants qui avaient mis le pays à genoux avant que Pol Pot ne prenne le pouvoir. Pol Pot does not believe in God, but he thinks that heaven, destiny wants him to guide Cambodia in the way he thinks it is the best for Cambodia, that is to say the worst. Pol Pot is mad, like Hitler. À l'intérieur de ce bâtiment, l'ancienne résidence du gouverneur français, Pol Pot recevait quelques rares délégations étrangères de pays amis. C'est ici qu'une équipe de la télévision yougoslave réalise en 1978 la seule interview filmée de Pol Pot pendant ses 3 ans, 8 mois et 20 jours de pouvoir. Septembre 77. Le monde entier découvre que le mystérieux Angkar, qui dirige le Cambodge depuis 2 ans, n'est autre que le Parti communiste cambodgien, avec son secrétaire général, le frère numéro 1, un inconnu dont on apprend le nom, Pol Pot. La découverte se fait à travers un discours fleuve de 5 heures à destination de l'étranger, prononcé par Pol Pot lui-même et enregistré à la frontière thaïlandaise par le père François Ponchot qui travaille dans un camp de réfugiés. La première fois que j'ai entendu parler de Pol Pot, c'était en septembre 77, quand il est lors d'un grand meeting à Phnom Penh, et je me suis dit, voilà un homme qui est un charmeur. Et il faut savoir qu'au Cambodge, le pouvoir n'est pas aux gens instruits, mais aux beaux parleurs. Peu importe le contenu idéologique du discours, ce qui importe, c'est l'harmonie. Donc Pol Pot, comme Sihanouk, comme maintenant Hun Sen, sont des gens qui savent parler au peuple, qui prennent des images, qui sont charmeurs.
Tout le monde disait qu'ils ne réussiraient pas, et non seulement ils avaient réussi, mais ils avaient réussi avant les Vietnamiens. Et cela créait une atmosphère au sein du parti dans laquelle Pol Pot était très largement considéré comme un homme de génie, capable de réaliser l'impossible. Grâce à cela, il a pu imposer des décisions politiques qui se sont vite révélées désastreuses. Et lorsque quelqu'un les dénonçait, il s'en débarrassait. Because of your policies, your agrarian experiments, your social and political organization, the direct executions of many thousands of people, many innocent families suffered. The country itself also suffered because of your policies. Many of your fellow Cambodians want to know whether you feel any remorse, whether you acknowledge that you also made very serious mistakes while you were in power. ទី1 ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពិសោធន៍របស់ចលនាខ្ញុំវានៅថ្មីវានៅខ្ចីជាបន្តហើយទឹកតកាវាចេះតែមកជន់ហើយចេះតែដោះស្រាយបដាដូច្នោះក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងវាមានខុសអានេះដែលខ្ញុំជម្រាបទៅគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងសភៅដែលបានសរសេរអ្នកណាគេបន្ទោសខ្ញុំគេកិនខ្ញុំគេមានសិទ្ធិរបស់គេហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំស្ដាយថាខ្ញុំមិនមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើម្ចាស់លើចលនាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺថាដោយសារព្យាយាមការតស៊ូដើម្បីកុំឲ្យមានម្នាក់ឯងទេរួមជាមួយជាតិប្រជាជនជាមួយសកលលោកឧបត្ថម្ភដែរកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយួនដូច្នោះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនអានេះវាជាការតាមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តទៅមានការខុសឆ្គងវាជាការខុស Si Pol Pot était analysé par un psychiatre occidental, il ne fait aucun doute qu'il serait déclaré malade, comme la plupart des dirigeants cambodgiens, tant loyalistes qu'opposants. Il restait là à raconter en détail comment les ennemis étaient partout, y compris les enfants, les femmes et les familles, comment tous faisaient partie d'une vaste conspiration. Pol Pot est la suite logique de la terrible culture politique du Cambodge. If you look at Pol Pot's Si on compare les intentions de Pol Pot et ses réalisations, si on peut les appeler ainsi, les résultats de sa politique et de ses actions dans tout un tas de domaines, on constate encore et toujours à quel point il a accompli l'inverse de ce qu'il espérait, l'inverse de ce qu'il voulait. Et l'exemple le plus évident, incontestablement, ce sont ses relations avec les Vietnamiens. Le 25 décembre 1978, prenant le prétexte d'incidents de frontières, l'armée vietnamienne, avec quelques bataillons de dissidents Khmer Rouge, envahit le Cambodge. Phnom Penh tombe 2 semaines plus tard sans résistance. Pol Pot et ses hommes font retraite vers l'ouest du pays, le long de la frontière thaïlandaise. Parmi les Cambodgiens qui se battent aux côtés des Vietnamiens, il y a Hun Sen, actuel Premier ministre, et dissident depuis 1977 de la cause Khmer Rouge. C'est une expérience historique qui ne concerne pas seulement le régime Pol Pot ou le Cambodge. Cela peut arriver aux autres pays également. La chute rapide du régime de Pol Pot est due à la lutte interne, c'est-à-dire au manque de soutien ou à l'opposition du peuple cambodgien. Le facteur principal, ce n'est pas l'armée vietnamienne. Ce sont les Cambodgiens qui ont joué le rôle principal et qui ont mis fin au régime de Pol Pot.
En janvier 1979, j'ai pris la fuite et je suis arrivé à Battambang, où j'ai rencontré Pol Pot et Nguyen Chia. En discutant avec eux, je leur ai dit qu'il fallait absolument distribuer des armes à la population pour qu'elle nous aide à combattre. Pol Pot m'a répondu qu'il n'en était pas question. Si tu distribues des armes à la population, elle va te faire sauter la cervelle. Je me suis alors adressé à Pol Pot et je lui ai dit « Tu me disais que le peuple nous soutenait à 90%. Jusqu'à présent, je te croyais. Et maintenant, c'est ça la vérité ?» Et il m'a répondu qu'avant, le peuple nous croyait et que maintenant, c'était le chaos total et que le peuple pouvait nous tuer. Je lui ai dit que dans ce cas, la guerre était perdue et que tout ce que nous avions fait depuis le début n'avait servi absolument à rien. Au début des années 80, ceux qui restent des Khmers rouges se réfugient à Pailin, à Phnom Malay, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des régions montagneuses, difficiles d'accès et surtout situées le plus loin possible du Vietnam. Nous avons retrouvé un des hommes qui travaillait à cette époque avec Pol Pot, aujourd'hui disc jockey de Radio Pailin, Kong Dung. យើងធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំច្រើនដងច្រើនសប្តាហ៍យើងអាចសង្កេតបានថាពលពតជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រជាក់តែពូពេញទៅដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ចង់និយាយថាឧបមាថាបើយើងធ្វើខុសឲ្យមួយពលពតចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់ហើយយើងអាចស្លាប់ហើយអរគុណពលពតទៀតក្នុងន័យរបៀបនេះចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈាមត្រជាក់មិនងាយធ្វើអីដែលមានចរិតក្តុងក្តាំងឆេវឆាវឲ្យយើងដឹងទេអញ្ចឹងចម្រៀងប្រភេទណាដែរលោកពលពតចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងគឺនិយាយពីចម្រៀងស្នេហាជាតិចម្រៀងដែលមានខ្លឹមសារវាយយួនពលពតចូលចិត្តជាទីបំផុតចង់ដឹងថាតើលោកពលពតមានចំណូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាដែរអត់ទេពលពតសោបំផុតចម្រៀងស្នេហាអូនបងដែលលក្ខណៈរលួយក៏អត់ចូលចិត្តសោះចង់ក្រសាអូនអីលើបំឡើងយូទៅឃើញពេលល្អដូចកាលដែលខ្ញុំចូលលោកឡំនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅវ័យយុវភាពបើប្រៀបធៀបទៅឥឡូវបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះការយល់ដឹងច្រើនណាស់ហើយក្រោយមកទៅយើងដឹងថាក្រុមគ្រួសារយើងវាច្រើនដែលត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារពលពតក្នុងនោះមានឪពុកខ្ញុំត្រូវរបបពលពតចងសដូនទម្លាក់ថ្មសម្លាប់ចោលបងស្រីខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាដោយសាររបបពលពតតាមព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទស្សនៈប្រែប្រួលជាបណ្ដាខ្ញុំមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់ពលពត 1982. Contre l'occupant vietnamien, tous les Cambodgiens, naguère ennemis, s'unissent dans un gouvernement de coalition composé de nationalistes, de royalistes, de Khmers rouges et d'anciens membres d'Angkar. Ce gouvernement, réfugié lui aussi à la frontière thaï, est reconnu par l'ONU comme le seul gouvernement légitime du Cambodge et financé par la Chine, les États-Unis et la Thaïlande. Une fois encore, les destins de Pol Pot et du prince Sihanouk se croisent. En ce qui concerne Sihanouk, il a eu une formule un jour à l'ONU. Un journaliste lui a posé la question, lui a dit « Comment vous définiriez-vous » Et la réponse de Sihanouk a été de dire « Incoulable, incoulable ». Je crois quand même que pour beaucoup de Cambodgiens, la monarchie reste une référence très solide, avec toute sa tradition religieuse, avec le bouddhisme, la réouverture des pagodes, etc. Je crois que quand même, ils se reconnaissent là-dedans et que c'est rassurant.
ទី2វាឈ្លានពានពី78ជុំ78ខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំចលនាខ្ញុំមិនសារភាពវាគឺខំតស៊ូមានការឧបត្ថម្ភពីសកលលោកដែររហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស The stance of China remains to be seen. It is up to now somewhat mysterious, but all the other participants in the conference, they are willing to put an end to the conflict. So the Cambodians, even if they lack goodwill, they will not be able to, avoid a settlement. Prince Sihanouk personifies the Khmer nation and its quest for unity and national reconciliation. That is why the process of national reconciliation, through the formation of an interim coalition government, must be under Prince Sihanouk's leadership. Selon les accords de Paris, les armées des 4 parties du conflit doivent être démobilisées sous le contrôle des autorités provisoires des Nations Unies, appelées UNTAC, et des élections libres sont prévues pour 1993. Mais les Khmers rouges se retirent des élections sous prétexte que des militaires vietnamiens occupent toujours le pays. Ils accusent même l'UNTAC d'être complice du Vietnam. Fin 1993, mission accomplie, l'ONU quitte le Cambodge. La Chine, les États-Unis, la Thaïlande, qui soutenaient le gouvernement de coalition, cessent leur aide financière. Pour acheter des armes, les Khmers rouges sont maintenant obligés de vendre aux Thaïs les droits d'exploitation des mines de pierres précieuses, essentiellement les saphirs et les rubis. Les nouveaux revenus des Khmers rouges sont estimés à environ 200 millions de dollars par an. En une espèce de marché faustien, Pol Pot a décidé que pour soutenir sa révolution, il devait créer une source de revenus. Et il a donc décidé de créer un système de financement à 2 étages. Une série d'activités capitalistes comme des mines de pierres précieuses, l'exploitation des produits forestiers, surtout dans le nord-ouest, autour de Pailin, et un noyau dur qui devait conserver les idéaux fondamentaux de la révolution. Ce pacte avec le diable de Pol Pot a été sa perte. J'ai décidé de passer au système privé et capitaliste. Personnellement, j'ai compris que le mouvement Khmer Rouge devait prendre fin, quand je ne savais pas. Mais ce mouvement devait prendre fin. À cette époque, je suis resté calme. J'ai mis fin à toutes mes activités politiques. J'ai décidé de me rallier au gouvernement, de mettre fin à mes activités parce qu'on pouvait chercher à me tuer. D'ailleurs, on peut toujours me tuer, à n'importe quel moment, si vraiment je suis un traître à la nation. Août 1996, Ieng Sary, le numéro 3 du régime Khmer Rouge, décide de se rallier aux forces gouvernementales et amène avec lui quelques 4000 combattants Khmer Rouges. Hun Sen, le premier ministre cambodgien, leur promet amnistie et pardon royal au nom de la réconciliation nationale et de la paix.
Cette scission de Iang Sary et de ses hommes marque elle aussi le début de la fin du mouvement Khmer Rouge. Le problème fondamental, c'est que Pol Pot était dictatorial. Cela a pesé sur l'application de notre ligne politique. Pol Pot était dictatorial au sein du comité directeur, dictatorial envers la base, dictatorial envers les gens ordinaires. J'ai combattu avec Pol Pot, pas pendant une courte période, mais pendant de nombreuses années. Le résultat, c'est qu'il a essayé de me liquider, de tuer les autres cadres qui étaient de mon côté, et même de tuer les gens qui vivaient à mes côtés. Fin des années 90, An Lun Vang, au nord du pays, est le dernier bastion des Khmers rouges, encore sous le contrôle de Pol Pot. Le vieux dictateur, affaibli, impose toujours un régime communiste pur et dur, bien que son mouvement se réduise à seulement quelques dizaines de milliers de personnes. Isolés, totalement coupés du monde extérieur, les derniers Khmers rouges n'ont plus qu'une idée fixe, survivre. L'implosion du parti continue. Pol Pot fait assassiner son ami Son Sen. Son Sen, l'ex-ministre de la Défense, accusé d'être un agent vietnamien. La femme de Son Sen, ses enfants, sont exécutés en même temps que lui. Les derniers chefs Khmer rouges ont maintenant peur pour leur propre vie. En 1997, Pol Pot et 3 de ses partisans sont à leur tour arrêtés et jugés par un tribunal populaire dans la forêt près d'An Lun Vang. Son Sen ជាយុទ្ធមិត្តជាមួយខ្ញុំល្អណាស់ច្រើនឆ្នាំហើយតែតែចាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួននៅខាងលិចគឺនៅខែ1 97មានពួកខ្ញុំបានចាប់ឯកសារអូនថ្លៃសុនសេងពីចេញបញ្ញាមកពីកំពង់ធំ3ឯកសារ3សម្បត្តិហើយក្នុងកំពង់ធំនេះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ៊ុនសែនទីមួយខ្ញុំសុខព្រះបងប្អូនសាច់ឈាមដោយសាររបស់នេះថាពីមុនខ្ញុំមិនដែលទៅទេមិនដែលធ្វើចោលខាត់ខ្លួនខ្ញុំមិនដែលទៅកាត់សម្រាប់អ្នកណាទេតែថ្ងៃ9ខែ11 97នេះគឺឃើញច្បាស់ខ្លួនខ្ញុំឃើញច្បាស់ថារបបប៉ុលពតនេះជារបបកាត់សម្លាប់មែនទេហើយសូម្បីតែកូនក្មេងតូចមួយក៏មិនទុកផងនេះ